Sans escale, le balado du Cerium sur les affaires internationales pour les passionnés du monde. Bienvenue à ce nouvel épisode de Sans escale. Ici Sabrina Amir de l'équipe du Cerium et je vous accompagne pendant toute cette nouvelle saison de notre balado. Pourquoi le monde retient-il son souffle quand les Américains votent? Aujourd'hui, on débute notre série sur les élections américaines et on se concentre sur le corps des femmes au cœur du débat politique aux États-Unis, où on a parfois presque l'impression de voyager dans le temps. C'est l'homme qui part travailler et assure les rentrées d'argent pour la famille, et la femme reste à la maison. T'as déjà vu passer ces femmes qui ont l'air tout droit sorties d'une pub des années 50? C'est le nouveau phénomène des réseaux sociaux qui suscite beaucoup de controverses. La raison, ces femmes prônent un retour aux valeurs traditionnelles de la famille, où le rôle de la femme est de faire le ménage, éduquer les enfants, préparer un bon petit repas pour son mari, le tout en restant belle, féminine, polie et bien sûr, toujours souriante. Mais plus sérieusement, c'est le droit des femmes à disposer de leur corps qui est remis en question. Abortion, legal right to abortion. Abortion rights. Abortion saves lives! Abortion saves lives! Aux États-Unis, le droit à l'avortement est plus que jamais en péril. La Cour suprême vient d'annoncer qu'elle revenait sur l'arrêt Roe v. Wade qui garantissait le droit à l'avortement partout dans le pays depuis 1973. Abortion hurts women! It kills babies! Vous vous en souvenez peut-être, c'était le 24 juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a renversé l'arrêt Roe contre Wade. Ce jour-là, il y a des millions d'Américaines qui ont perdu cette garantie d'avoir le droit de recourir à l'avortement. En fait, on a préféré laisser le choix aux différents États. Puis 2 ans plus tard, en pleine campagne électorale, on entend des choses comme ça. They have abortion in the 9th month. They even have, and you can look at the governor of West Virginia, the previous governor of West Virginia, not the current governor, who's doing an excellent job, but the governor before, he said the baby will be born and we will decide what to do with the baby. In other words, we'll execute the baby. And that's why I did that, because that predominates, because they're radical. The Democrats are radical in that. Ce que vous venez d'entendre, c'est Donald Trump qui accuse les démocrates de permettre l'avortement à 9 mois de grossesse et même l'exécution de bébés après la naissance. Évidemment, tout ça est complètement faux. Aujourd'hui, aux États-Unis, l'avortement est illégal dans 14 États du pays, avec très peu d'exceptions en cas d'inceste et de viol. Dans 7 autres États, l'avortement est interdit après 6 ou 12 semaines de grossesse. Les restrictions à l'avortement sont donc plus nombreuses, mais les avortements aussi. Pourquoi? On en parle davantage, donc les femmes sont mieux informées. On note moins d'accès à la contraception face à la fermeture de certaines cliniques d'avortement et l'accès à la pilule abortive a été amélioré avec la télémédecine. C'est donc un énorme recul pour les droits des femmes, mais bien loin d'une victoire pour les militants anti-avortement. On vivra le 5 novembre prochain la première élection présidentielle depuis le renversement de Roe contre Wade. Et l'avortement est l'une des grandes priorités des Américains après l'immigration, l'inflation et le coût de la vie. Alors, pour en parler, j'ai à mes côtés mon co-animateur Frédéric Mérand, directeur du département de sciences politiques ici à l'UDM et chercheur au Cerium. Bonjour Frédéric. Bonjour Sabrina. On a choisi d'en discuter avec Andréane Bissonnette, chercheuse postdoctorale à Western Washington University et associée à la chaire Raoul Dandurand. Elle s'intéresse notamment aux politiques de santé reproductive et l'accès aux soins de santé. Bonjour Andréane. Bonjour. Bonjour Andréane. Alors, je connais évidemment un peu tes travaux. On aura l'occasion d'en reparler sur Roe versus Wade. Mais je me posais la question en venant ici en vélo, en venant au studio, quelle est la chose qui m'intrigue le plus à propos de l'interruption volontaire de grossesse aux États-Unis? Et je pense que ce qui m'intrigue le plus, c'est le fait que ce soit le même pays, les États-Unis, qui a été un des premiers, tu me corrigeras, à légaliser l'interruption volontaire de grossesse en 1973, juste avant la France, bien avant la plupart des pays européens, bien avant le Canada, plus de presque 15 ans avant le Canada. Et en même temps, c'est encore un enjeu polarisant là, alors que, peut-être me trompais-je, mais j'ai l'impression que dans la plupart des autres pays occidentaux, ce n'est plus vraiment un enjeu ou un sujet de contestation si important que ça. Alors pourquoi est-ce que c'est resté aux États-Unis un enjeu aussi central et aussi contesté, l'avortement? C'est une excellente question. Puis en fait, lorsqu'on retourne dans le temps, on voit que dès le moment où Roe v. Wade a été prononcé en 1973, c'était déjà un enjeu qui tiraillait là, une partie de la population et qui divisait la population américaine avec des gens qui étaient en faveur de la décision dans Roe v. Wade et des gens qui étaient contre la décision dans Roe v. Wade.
Et à travers les années, c'est une des questions qui a connu le plus grand impact du phénomène de politisation et de polarisation aux États-Unis. Donc, c'est deux phénomènes parallèles où des enjeux qui ne devraient pas être des enjeux politiques, comme la santé, sont devenus des enjeux très saillants dans le discours politique. Et l'effet de polarisation où les deux côtés du spectre politique se campent de plus en plus dans leur position et où le Parti républicain et le Parti démocrate s'éloignent l'un de l'autre. Donc, on parle plus beaucoup de bipartisanerie, par exemple, dans le contexte américain. Et la question de l'avortement vient mobiliser les bases électorales des deux partis, ce qui fait que c'est un enjeu gagnant aussi sur le plan le plan électoral. Et on l'a vu du côté du Parti républicain où on mettait ça de l'avant à travers les différentes élections et de dire, on va finir par renverser Roe v. Wade, il faut nous donner, nous élire, il faut nous donner plus de pouvoir, et également pour les nominations à la Cour, pas juste la Cour suprême, mais également tout le processus juridique aux États-Unis. Et au niveau des États également, c'est un enjeu qui mobilisait là, une base électorale du Parti républicain. Et donc, c'est resté vivant comme enjeu, alors que dans d'autres contextes politiques, comme au Canada, ça revient périodiquement, mais ce n'est pas un enjeu qui mobilise ou qui fédère l'ensemble d'un parti autour d'une question. Au contraire, lorsqu'on regarde le Parti conservateur, c'est un enjeu qui divise plus qu'il fédère au Canada. Et donc, les États-Unis ont cette particularité-là où c'est toujours resté. Et l'autre élément que je dirais, c'est la façon même dont l'avortement est devenu légal, parce que Roe v. Wade était flou à plusieurs égards et ça l'a permis aux États où on avait cette opposition à l'avortement qui était plus forte, de vraiment adopter des lois restrictives à travers le temps et d'éroder le droit à l'avortement pour en venir à la décision de 2022 dans Dobbs. Et justement, il y a deux facteurs que tu évoques sur lesquels j'aimerais un peu t'entendre aussi. Donc, je comprends que la polarisation électorale est pour toi le facteur le plus important. Mais quand on regarde à la façon dont l'avortement a été légalisé, dans Roe versus Wade, d'abord, c'est passé par la Cour suprême. Alors, comme au Canada aussi, c'est un arrêt de la Cour suprême, et dans beaucoup d'autres pays, notamment européens, ça a été une décision du gouvernement ou de l'Assemblée nationale. Donc, un processus plutôt politique en Europe, plutôt juridique aux États-Unis et au Canada. Est-ce que ça fait une différence? Puis l'autre enjeu sur lequel j'aimerais t'entendre, c'est le fédéralisme. Parce que, évidemment, ce qu'on a dit aux États-Unis, lorsque Roe versus Wade a été renversé dans l'arrêt Dobbs, dont on aura l'occasion de reparler, c'est qu'on laisse les États décider. Alors que dans un pays qui est centralisé, on ne peut pas évidemment laisser les États décider. La décision est nationale et elle s'applique à tout le monde. Est-ce que ces choses-là font aussi partie pour toi de l'explication de la singularité américaine? Oui, mais surtout dans le cas, si on compare le Canada avec les États-Unis, au Canada, la décision juridique est venue décriminaliser l'avortement. Donc, on a dit essentiellement, cette disposition du Code criminel ne respecte pas la Charte des droits et libertés au Canada, donc on vient décriminaliser et il n'y a pas eu de loi qui est passée pour encadrer l'avortement. Il y a eu deux initiatives, fin années 80, début années 90 par les conservateurs, mais ça ce n'est pas devenu loi au Canada. Aux États-Unis, la façon dont ça a été légalisé dans Roe v. Wade, la Cour suprême n'a pas juste dit c'est décriminalisé, on a dit l'avortement, la grossesse en fait est divisée en 3 trimestres. Pendant le premier trimestre, l'État n'a aucun droit de regard sur ce qui se passe dans la vie privée de la patiente dans le bureau du médecin. Lors du deuxième trimestre, là, on a un intérêt dans la vie de la patiente et donc on peut encadrer la procédure de l'avortement sans le criminaliser. Et au niveau du 3e trimestre, on peut criminaliser. Et c'est là le flou dont je parlais, où on dit, on a un intérêt dans la vie de la patiente, certes, mais jusqu'à quel point? Et là, on a vu les mouvements conservateurs s'attacher à ce flou-là et dire, on va constamment tester la Cour et jusqu'où est-ce qu'on peut pousser ces restrictions-là à l'avortement. Et c'est là qu'on a vu des décisions subséquentes dans les années 80, 90, début 2000 qui ont vraiment érodé le droit à l'avortement aux États-Unis, qui en ont fait un enjeu médical où votre statut socio-économique, votre capacité à vous déplacer, la langue que vous parlez, votre statut migratoire, tout ça va venir moduler votre façon de percevoir est-ce que j'ai réellement un droit à l'avortement ou pas. Et c'est pas le cas au Canada ou c'est pas le cas dans les autres contextes parce qu'on n'est pas allé avec la même voie. Et de par ces initiatives-là étatiques, effectivement, le fédéralisme joue un rôle parce que pour les militants anti-choix, on avait 2 portes d'entrée. La porte d'entrée des États, individuellement, un après l'autre, la porte d'entrée fédérale. Donc, si on perdait l'oreille d'écoute au fédéral parce qu'on avait un président démocrate, par exemple,
On avait une poignée d'États républicains où on avait encore cette oreille bienveillante, où on pouvait pousser également des restrictions au droit à l'avortement. Et inversement, du côté démocrate, le même processus, mais à l'inverse. Oui, c'est la grandeur et les misères du fédéralisme que Alexis de Tocqueville avait déjà décrit. Ça donne des options à la fois pour, par exemple, une femme qui aurait besoin d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse, où elle pourrait toujours, dit-on, aller, ça devient plus compliqué, mais dans un État où c'est permis, mais c'est aussi ce qui permet aux conservateurs de l'interdire ailleurs aux États-Unis. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu des groupes, en fait, qui écrivaient des projets de loi et qui littéralement allaient magasiner les législateurs d'un État à l'autre, et ce qu'on appelle des copycat laws, où on voyait exactement le même texte être adopté en Louisiane, au Mississippi, en Alabama, un à la suite de l'autre, parce que c'était une même personne qui l'avait écrit. Et une interdiction fédérale comme ça, est-ce que c'est possible si Donald Trump est élu, là, en novembre? C'est possible, mais dans un cadre très précis. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir un trifecta républicain qu'on appelle. Donc, Donald Trump ne pourrait pas se lever lors de son premier matin suite à l'investiture et dire « Voici, j'interdis l'avortement après la 15e semaine, par exemple. » Il faudrait que la Chambre des représentants et le Sénat adoptent le même projet de loi dans les mêmes termes à la virgule près. Ça passe dans les deux chambres et que ce soit envoyé sur le bureau du président ou de la présidente. Donc, dans ce scénario-là, il faudrait que le Sénat soit majoritairement républicain, la Chambre des représentants majoritairement républicain et la Maison-Blanche républicain. Donc, pour en arriver à une interdiction fédérale à ce niveau-là. Par contre, il y a des choses que Donald Trump pourrait faire s'il est élu. On peut penser notamment à tout ce qui est directive des agences fédérales, donc la Food and Drug Administration, qui encadre la mifepristone et l'avortement par médication. On en a entendu beaucoup parler dans les 2 dernières années. Ça représente 60% des avortements aux États-Unis aujourd'hui. Donc, si Donald Trump, demain matin, dit en fait, on restreint la façon dont l'avortement par médication est accessible, ça, c'est une voie qui est possible pour le gouvernement fédéral. Appliquer ou non le Comstock Act, donc la possibilité d'envoyer cette médication-là par la poste, c'est une autre avenue que Donald Trump pourrait explorer là, par rapport à la restriction de l'avortement au niveau fédéral. Et qui sont les femmes les plus vulnérables à ces restrictions dont vous nous parlez? Les mêmes qu'avant le renversement de Roe v. Wade, en fait. Et c'est là où je pense que c'est important de vraiment parler de l'érosion du droit à l'avortement et non pas juste le renversement de Roe v. Wade. Parce que, oui, il y a des femmes aux États-Unis qui se sont réveillées le matin du 24 juin et que c'était la première fois qu'elles prenaient conscience que le droit à l'avortement était pas un acquis dans l'ensemble de leurs droits. Mais il y en a beaucoup pour qui c'était déjà un droit qui était beaucoup plus sur papier que dans la pratique. On parle des femmes autochtones, des femmes afro-américaines et latino-américaines, ainsi que des femmes qui ont des moyens socio-économiques plus limités. Ce sont celles qui vont vraiment être le plus affectées, qui l'étaient déjà avant et qui le sont encore aujourd'hui, parce que accéder à l'avortement, oui, c'est encore possible aux États-Unis, à peu près la moitié des États où c'est encore légal, mais pour se déplacer dans un autre État, il faut d'abord de l'argent. Le New York Times a fait une étude des coûts associés à ça et c'est entre 1 500 et 4 000 $ pour se déplacer pour un avortement dans un autre État. Donc, il faut avoir les moyens C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Beaucoup d'argent. Et c'est pas juste de payer cet argent-là, c'est aussi vous devez prendre congé parce que c'est pas une clinique au coin de votre rue. Vous devez vous assurer que vos enfants puissent être gardés. La majorité des patientes aux États-Unis qui ont un avortement ont déjà des enfants. C'est de prendre du temps pas au travail. Donc, c'est tout ça qui s'accumule. Et de l'autre côté, il y a toute la question aussi de l'accès à l'information. Donc, si vous habitez dans un État, généralement, vous êtes au fait de qu'est-ce qui se passe dans cet État-là, les lois qui sont adoptées. Mais là, si on vous dit pour avoir accès à l'avortement, il faut que vous quittiez le Texas où vous habitez et que vous alliez au Colorado. Mais il faut comprendre c'est quoi les lois au Colorado. Comment est-ce que je peux accéder à l'avortement? Est-ce qu'il y a des restrictions au droit à l'avortement au Colorado? Où sont situées les cliniques? Et pour accéder à cette information-là, il faut être à l'aise avec l'ordinateur. Il faut souvent parler anglais, ce qui n'est pas le cas de tous. Et c'est pour ça que, dans le cadre de ma thèse par rapport aux femmes latino-américaines, si on parle juste espagnol, c'est plus complexe dès qu'on s'éloigne de la frontière mexicaine-états-unienne d'avoir accès à des services en espagnol, d'avoir accès à des interprètes, de trouver l'information également. Dans un contexte où la désinformation en ligne est beaucoup plus saillante en espagnol qu'en anglais sur l'accès à l'avortement. Et sur ça, j'ai une petite anecdote. Pendant que je faisais mon terrain pour ma thèse, j'ai mis des annonces sur Facebook pour recruter des participantes et mon annonce en anglais a été bloquée en disant « c'est un discours politique. Vous parlez d'avortement, on ne partagera pas l'annonce. » En espagnol,
aucun problème. J'ai pu la renouveler multiples fois. Aucun problème par rapport à la désinformation ou à la question politique. Et le dernier élément, c'est la question migratoire, où il y a des contrôles migratoires aux États-Unis, donc particulièrement pour les communautés latino-américaines. Si vous n'avez pas un statut légal, et indépendamment latino-américaine ou non, mais dès que vous n'avez pas un statut de citoyenne, le fait d'apposer l'étiquette de illégal à avortement crée une situation où quelqu'un qui est dans une situation de visa, par exemple, ou un statut migratoire précaire va se poser la question, est-ce que je suis en train de commettre un acte illégal qui pourrait avoir une incidence sur ma capacité à rester en territoire américain? Donc, tout ça vient avoir une incidence là, sur la perception de l'accès à l'avortement également. Donc, ce que tu dis, c'est que même dans la situation actuelle, qui en est une d'érosion du droit à l'avortement, évidemment, tout le monde n'est pas touché de la même manière. Non. Donc, les femmes latino-américaines dont tu parles sont davantage, qui vivent souvent dans des États qui sont plus susceptibles d'avoir interdit l'avortement depuis Dobbs, ne sont pas touchées de la même manière que, par exemple, des femmes de milieu plus classe moyenne habitant dans l'État de New York. Est-ce qu'il y a des grandes distinctions à connaître? Est-ce qu'il y a vraiment des groupes qui sont particulièrement vulnérables en raison de cette érosion par rapport à d'autres? Définitivement ceux où on est aux intersections de plusieurs identités. Donc, si vous êtes femme latino-américaine non documentée, que vous ne parlez pas anglais, nécessairement, vous allez être plus durement affecté par ce type de loi-là que si l'un de ces aspects-là n'existe pas. Donc, si vous parlez bien anglais ou si vous avez un statut migratoire légal, par exemple. Mais même dans l'État de New York et même dans les États en fait, qui protègent le droit à l'avortement, l'un des impacts plus cachés ou moins discutés des 2 dernières années, c'est vraiment le fait qu'on a fermé des cliniques dans 50% des États environ et la demande n'a pas diminué. Mais l'offre n'est pas égale à la demande. Et donc, même si vous habitez en Californie aujourd'hui, avoir accès à un rendez-vous pour l'avortement, les temps d'attente ont explosé dans les États qui protègent le droit à l'avortement. Je vous donne un exemple au Kansas, qui est un peu un îlot au milieu d'États restrictifs. Les cliniques n'acceptent que 50% des appels qu'ils reçoivent parce qu'ils n'ont pas la capacité d'accepter plus de patientes. Donc, on a cet impact-là aussi qui est à la fois pour les femmes qui se déplacent vers des États, mais aussi pour les femmes qui résident dans des États qui protègent le droit à l'avortement. Donc, c'est pour ça que je disais que ça dépend de l'intersection des identités de quelqu'un, mais toutes les femmes aux États-Unis sont affectées d'une façon ou d'une autre. Le degré d'impact va être ce qui va varier selon le statut socio-économique, selon la capacité à comprendre l'information, la capacité à se déplacer, le statut migratoire et tout ça. Et si on parle des femmes ailleurs dans le monde, quel impact ça a eu ou ça pourrait avoir avec l'élection de Donald Trump sur, entre autres, des programmes d'aide à la santé reproductive, au planning familial aussi? C'est une excellente question. Puis, surtout dans un contexte où on a vu dans les 2 dernières années la question de la contraception et de la fécondation in vitro être également remise en cause aux États-Unis. Au niveau international, en fait, ce qu'on voit, c'est que depuis les années 1980, tous les présidents républicains ont mis en place ce qu'on appelle la Mexico City Policy ou le Global Gag Rule et tous les présidents démocrates l'ont retiré. Ce que ça fait, cette politique-là, essentiellement, c'est de dire, bien, si vous offrez l'avortement et que vous êtes un organisme international œuvrant en Amérique latine, en Afrique, en Asie, peu importe, vous ne pouvez pas recevoir de financement de la part du gouvernement américain. Donald Trump, lorsqu'il était en poste en 2016, est allé encore plus loin et a dit, si vous mentionnez l'avortement comme une option de planning familial, vous ne pouvez pas recevoir de financement de la part du gouvernement américain. Donc, on peut clairement s'attendre à ce que si Donald Trump revient à la Maison-Blanche, cette politique sera remise en place. La question étant, est-ce que ce sera la version de 2016 ou la version de Bush qui sera remise en place? Fort à parier que ce sera la version de 2016. Et l'autre impact que ça peut avoir à l'international, on parlait tout à l'heure de qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau national. Si on est dans une situation hypothétique de trifecta républicain et qu'on a une interdiction d'avortement à, disons, 15 semaines, bien, ça va créer aussi des pressions sur les cliniques dans les voisins limitrophes des États-Unis, donc le Canada et le Mexique. On a déjà eu des discussions en amont là, du renversement de Roe v. Wade de est-ce qu'il y aura une augmentation ou non des déplacements transfrontaliers. Je fais un projet de recherche sur le déplacement au Canada et la réponse est non. Il n'y a pas eu d'augmentation, mais il y a eu une augmentation des demandes d'information par contre.
Et donc, les cliniques de Windsor et du Manitoba, par exemple, pourraient être touchées s'il y a une interdiction générale aux États-Unis de l'accès à l'avortement au-delà de X nombre de semaines. Il y avait aussi un nombre de femmes au Canada qui allaient se faire avorter aux États-Unis quand la grossesse était très avancée. Ça aussi, c'était une réalité. C'était une réalité, mais qui a été inversée avant le renversement de Roe v. Wade, en fait. Parce qu'avec la COVID-19, au Québec notamment, là, on avait des ententes avec des hôpitaux dans l'État de New York qui étaient payés par la RAMQ pour des femmes qui obtenaient des avortements plus tardivement dans la grossesse. Mais avec la fermeture de la frontière aux déplacements non essentiels durant la COVID-19, on avait déjà revu cette politique-là au niveau du Québec. Et maintenant, en fait, on a l'expertise localement pour ces soins-là. Donc, on avait déjà plus cet enjeu-là. On parle beaucoup de Donald Trump, mais si c'était Kamala Harris qui était élue, est-ce que notre monde irait mieux? Est-ce que les Américaines pourraient espérer mieux? C'est sûr que si on a une présidence de Kamala Harris, on n'a pas la crainte des directives, comme je parlais tout à l'heure, par rapport à la Food and Drug Administration, par rapport aux autres agences fédérales. On sait que Kamala Harris a une position très claire par rapport à la protection des droits reproductifs, par rapport à sa volonté également de codifier Roe v. Wade au niveau fédéral. Mais encore là, le bémol est il lui faudrait le trifecta démocrate pour pouvoir avancer ce type de politique-là. Mais on aurait moins de crainte par rapport à la protection ou au maintien de l'état actuel des choses par rapport à l'accès à l'avortement d'une part, mais également par rapport à la santé reproductive d'autre part. Alors, une des particularités quand on regarde les sondages d'opinion aux États-Unis de l'avortement, c'est qu'on en parle énormément dans les médias et pourtant, ce n'est pas au sommet des priorités des électeurs et des électrices, ni du côté républicain, ni du côté démocrate. Donc, ça fait partie de ces enjeux polarisants qui, paradoxalement, ne sont pas considérés comme si prioritaires que ça parmi les électeurs. Pourtant, Donald Trump en fait clairement un enjeu électoral et Kamala Harris aussi en a fait un enjeu électoral très, très important. Est-ce que c'est, à ton avis, d'abord une bonne stratégie politique d'un côté comme de l'autre et est-ce qu'on doit s'attendre à en entendre parler de plus en plus au cours des prochaines semaines et des prochaines années ou au contraire, est-ce que ça va rester toujours un peu finalement en arrière-fond, mais sans jamais atteindre je veux dire, cette dimension très, très paroxystique que voudraient lui donner les républicains conservateurs et les démocrates de l'autre côté? Je ne veux pas te contredire, mais les récents sondages, en fait, montrent qu'un Américain sur 8 considère l'avortement comme étant l'enjeu principal des élections de 2024. Plus de 30% des Américains ne voteraient que pour un candidat ou une candidate qui partage leur vision sur le droit à l'avortement lors de n'importe quelle élection. Et selon les sondages, l'avortement se taille une place parmi les 3 enjeux principaux des élections de 2024. Donc, en fait, moi, je dirais plutôt à l'inverse, c'est un enjeu qui a souvent été mis de côté, mais qui peut être très prédominant pour une part de l'électorat, notamment des électeurs que les deux côtés tentent de courtiser. Donc non, on ne viendra pas changer la mentalité des électeurs de la base républicaine ou de la base démocrate, mais au niveau des indépendants, ça peut être un enjeu qui peut faire bouger l'aiguille, notamment dans des États où on a des référendums citoyens, et c'est le cas des États pivots de l'Arizona et du Nevada, entre autres. Il y a 10 États qui vont se prononcer sur la protection de l'avortement lors de ce cycle électoral-ci. Et donc, c'est un enjeu que, surtout du côté démocrate, on veut garder à l'avant-scène parce que lors des élections de mi-mandat de 2022 et des élections locales de 2023, lorsqu'il y a une question directement sur l'accès à l'avortement, ça a une incidence démontrée sur le taux de participation. Et généralement, c'est en faveur de la protection du droit à l'avortement qu'il y a cette augmentation-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont voter démocrate parce que généralement, la mesure performe mieux que le candidat ou la candidate démocrate, mais quand même, c'est un enjeu qui vient mobiliser et qui fait sortir le vote. Donc, on risque d'en entendre parler jusqu'au 5 novembre. Donc, c'est un enjeu saillant qui permet de mobiliser ses troupes, mais Absolument. pas nécessairement de convaincre les électeurs et les électrices de l'autre camp, ou est-ce qu'on voit quand même des électeurs et des électrices qui bougent de camp autour de cette question-là? Les deux, en fait, ça dépend vraiment de l'État. Donc, il y a certains États où, lorsque l'enjeu de l'économie ou de l'immigration, qui sont souvent les deux principaux enjeux de l'élection actuellement, là, on voit que ça peut avoir une incidence de dire, ben
est-ce que je vais voter plus par rapport à qui me correspond sur l'avortement ou sur l'immigration, par exemple, alors que dans d'autres cas, ça n'a aucune incidence. Donc, c'est un peu des deux là, à ce niveau-là. Là où ça a beaucoup d'incidence, c'est vraiment sur les indécis, les indépendants, ces électeurs qu'on tente d'attirer de notre côté, notamment en Arizona, Nevada, Pennsylvanie et en Géorgie aussi. Et en terminant, est-ce que ces électeurs-là et ces électrices-là sont prêts et prêtes à élire une femme à la tête du pays? C'est une très bonne question, une question de boule de cristal, sur laquelle je ne m'avancerai pas avec une réponse claire parce qu'il y a cette problématique que dans les sondages, on peut dire parce que ça paraît bien ou parce que socialement, c'est bien vu de dire oui, je voterai pour Kamala Harris ou oui, j'ai pas de problème par rapport au fait que c'est une femme d'une part et une femme afro-américaine et de descendance indienne de l'autre côté. Mais je dirais quand même qu'on n'a pas une situation où on n'a pas une répétition de 2016 sur le plan que Kamala Harris n'est pas Hillary Clinton et n'a pas le même bagage politique, ne représente pas la même chose non plus au niveau des électeurs. Et je pense que le débat et l'engouement pour Kamala Harris, le fait que sa cote d'approbation a augmenté de 10 % en l'espace de quelques semaines, démontre que les électeurs sont prêts à lui donner une chance et à apprendre à la connaître. Est-ce que ça voudrait dire que nécessairement les électeurs sont prêts ou prêtes à élire une femme? C'est une excellente question, mais ce n'est pas une situation comparable à 2016. Est-ce que tu y crois, toi, Frédéric? Je me contenterai de dire qu'à l'évidence, il n'était pas prêt à voter pour Joe Biden du côté démocrate. Ouais. Donc, elle a de bien meilleures chances que Joe Biden de l'emporter face à Donald Trump. Et si on a envie d'aller plus loin sur 2 ans après le renversement de Roe contre Wade, Frédéric, tu as une suggestion pour nous, toujours évidemment avec Andréane Bissonnette? Alors, au cours de l'été, j'ai lu un excellent ouvrage. Oui. D'Andréane Bissonnette, qui est à paraître aux presses de l'Université de Montréal, qui s'intitule « Après Roe versus Wade » et qui revient sur plusieurs des questions qu'on a abordées aujourd'hui d'une manière très accessible, très vivante et extrêmement bien documentée. Donc, c'est à paraître dans les semaines qui viennent, je crois, aux presses de l'Université de Montréal, Andréane Bissonnette. Dans la collection Le Monde en poche du Cerium, d'ailleurs. Tout se rejoint. Merci Frédéric d'avoir été des nôtres pour ce nouvel épisode de Sans Escale, un balado du Cerium qui est rendu possible grâce au soutien de la Faculté des arts et des sciences ainsi que celui d'UDM International. Merci à toute l'équipe, Caroline Delamotte à la réalisation, Aurélia Crémou à la recherche. Merci aussi à Émir Chouchan au studio du Campus 1000, à Robin Coche, directeur de la programmation à CISM. Et bien sûr, un grand merci à notre invité aujourd'hui, Andréane Bissonnette. N'oubliez pas de vous abonner à l'infolettre du Cerium, le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Et rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode sur le thème des élections américaines. D'ici là, portez-vous bien.